Donc, on va reprendre au niveau de la physiologie de l'absorption de C1D. On avait vu l'absorption des liquides. Je pense qu'on avait vu l'absorption du glucose, si je ne m'abuse. Vous confirmez? Ouais, Oui, on en était au produit de la Et lipolyse. donc ça, on l'avait vu. Et donc, on était à l'absorption des produits de la lipolyse. Donc, cette absorption des lipides se fait principalement au niveau du jéjunum, mais également au niveau de l'iléon, très peu au niveau du duodénum. Cette absorption donc, se fait après digestion des graisses par les lipases. On verra l'étape intermédiaire ici. L'étape intermédiaire avec le rôle des sels biliaires. Et cette absorption, donc cette activité des lipases va libérer des acides gras, des triglycérides en particulier, et des acides gras à longue chaîne. Et donc, l'absorption de ces lipides va se faire suivant deux modes, soit par diffusion simple, c'est ce que vous avez ici pour certains acides gras. C'est ce que vous avez sur cette diapo ici, donc sur ce document, je vous ai rajouté ça. Mais ça se fait également par diffusion facilitée par des transporteurs, en particulier les transporteurs FATP, Fatty Acid Transporter Protein, et CD36, qui sont donc des transporteurs qui vont permettre en particulier l'absorption des acides gras à longue chaîne. Vous avez également des transports facilités pour, par exemple, le LDL. Donc, ces lipides sont absorbés par ces systèmes de diffusion simple et de diffusion facilitée. Et puis, vous allez avoir au niveau des cellules absorbantes, comme on le voit ici sur ce schéma, une transformation du cholestérol en esters de cholestérol qui seront libérés dans le liquide interstitiel. Et la libération également, la transformation des monoglycérides en triglycérides qui seront également libérés dans le liquide interstitiel. Et ces libérations se feront dans des vésicules lipidiques qu'on appelle les kilomicrons. Ces kilomicrons, que vous avez ici, reviendront dans la circulation sanguine via la circulation lymphatique. Donc, absorption simple et facilitée, transformation au niveau des cellules absorbantes, concentration dans des vésicules qu'on appelle chylomicrons, qui, elles, ne vont pas être échangées au niveau des capillaires, mais qui vont revenir par la circulation lymphatique, c'est ce que vous avez ici, lymphe, pour revenir dans le sang. Troisième élément, les éléments nécessaires à la construction et à la structuration des protéines, donc qui correspond à la digestion et l'absorption des protéines. Cette digestion et l'absorption des protéines va se faire principalement dans le jéjunum et dans l'iléon. Alors, on va avoir au niveau de la lumière intestinale un ensemble de protéases, dont on reparlera après, qui vont transformer les protéines en oligopeptides et en acides aminés. Donc, on a une dégradation par les protéases des protéines en oligopeptides et en acides aminés. Et acides aminés et dipeptides, les tripeptides, seront absorbés grâce à des transports, à des diffusions facilitées. C'est ce que vous avez ici. Et cette diffusion facilitée va se faire par cotransport
soit avec le sodium pour les acides aminés, soit avec les protons pour les dipeptides et tripeptides. Et donc forcément, ce transport, cette diffusion facilitée, est dépendante d'un transport actif qui est la pompe proton-sodium. Ces peptides seront digérés au niveau du cytoplasme des cellules absorbantes par les peptidases cytoplasmiques et dégradés en acides aminés. Et donc, au niveau de la membrane basale, nous aurons essentiellement une diffusion facilitée des acides aminés. Et donc, on a fini avec l'intestin grêle et on va passer au gros intestin. Donc, vous voyez que l'absorption se fait essentiellement, enfin principalement au niveau de l'intestin grêle et que le jéjunum a un rôle fondamental dans cette absorption de par l'expression d'un certain nombre de protéines support. Donc, de ces deux gros intestins. Alors, le gros intestin donc, se différencie facilement de l'intestin grêle de par son diamètre, qui est plus important. Le diamètre étant plus important dans le gros intestin droit que dans le gros intestin gauche. Ici, on est au niveau droit, ici au niveau gauche. Alors, 2C2A, anatomie. Alors, le début de ce gros intestin va se faire au niveau de la valve iléocaïcale, qui est ce sphincter que vous avez ici, qui sépare l'intestin grêle du gros intestin. Alors, de la valve iléocaïcale à l'anus, ce gros intestin va faire environ 1,5 m. Vous voyez que c'est un segment plus court que l'intestin grêle. Ce gros intestin va comporter d'abord une espèce de poche capacitive que l'on appelle le caïcum. Ce caïcum possède une extension que vous avez ici, un vermicule que l'on appelle l'appendice vermiforme. Alors cet appendice vermiforme possède au niveau de sa paroi du tissu lymphatique. Et donc on peut avoir une inflammation au niveau de cet appendice. C'est ce qu'on appelle l'appendicite. Et cet appendicite va devenir grave lorsque la paroi de l'appendice va être lorsque l'on va avoir rupture de cette paroi, avec dissémination des fécès dans la cavité abdominale. Alors, suite au caïcum, on va avoir le côlon ascendant, l'angle droit, courbure colique droite, le côlon transverse, l'angle gauche, ou courbure colique gauche, le côlon descendant, le côlon sigmoïde, le rectum,
puis le canal anal, avec le muscle sphincter de l'anus. Alors, vous pouvez remarquer que cette anatomie du gros intestin présente des annulations. Vous avez là. Et ces annulations, c'est ce qu'on appelle les ostrations. Les ostrations du côlon. On va retrouver également au niveau de la partie médiane, ici, les bandelettes du côlon. Et on va trouver des extensions au niveau de ces bandelettes que l'on appelle les appendices épiploïques. Alors, d'un point de vue anatomique, cette paroi du gros intestin va être différente de celle de l'intestin grêle. En particulier, on a également une extension de la séreuse que vous avez ici, et que ça ressemble au mésentère, mais ici, ça prendra le nom de mésocôlon. Donc, le mésocôlon, c'est en quelque sorte l'équivalent du mésentère. Ça permet l'accrochage, l'ancrage du gros intestin à la cavité abdominale. À la paroi, abdominale. Le gros intestin n'est pas un lieu d'absorption important. Et donc, la muqueuse de ce gros intestin que vous avez ici, ça va être une muqueuse simple, sans plissement secondaire, sans villosité. Donc, on n'a pas de villosité. On n'a pas de plis circulaire. Cette muqueuse, par contre, elle va être très épaisse. Vous voyez. Donc, la muqueuse au niveau du gros intestin va être beaucoup plus épaisse, avec des glandes à mucus très importantes, nombreuses. Et on va voir en premier lieu, de C2B, le phénomène d'absorption au niveau du gros intestin. Alors, le gros intestin, comme on va le voir, a en fait trois grands rôles. Et dans ces trois grands rôles, le premier rôle, c'est un rôle d'absorption, mais je répète, qui est bien mineur par rapport à l'intestin, au petit intestin. Cette absorption, elle va surtout concerner l'eau. On a une forte réabsorption d'eau au niveau du gros intestin et exclusivement dans le gros intestin droit. C'est-à-dire au niveau du caecum et au niveau du côlon ascendant. Cette réabsorption d'eau va être parallèle ou contemporaine d'une réabsorption de certains ions,
principalement le sodium et les ions chlorure. Là, on peut considérer que c'est le lieu de réabsorption de l'eau, au niveau intestinal, bien évidemment. Le deuxième étant au niveau du rein. Donc, un rôle important dans la régulation du volume hydrique. Le deuxième rôle de ce gros intestin, ça va être un rôle de dégradation des éléments qui n'ont pu être absorbés au niveau de l'intestin grêle. Alors, ces éléments qui n'ont pu être digérés au niveau de l'intestin grêle correspondent, par exemple, à des acides aminés qui n'ont pu être absorbés. Mais ces éléments, ça comporte également un certain nombre d'éléments sécrétés au niveau de l'intestin grêle. Alors, ce gros intestin, pour assurer cette fonction de dégradation ultime, si je puis dire, des éléments non absorbés, va comporter un microbiote très important. Et ce microbiote très important va assurer des fonctions de métabolisme et de fermentation. Alors, les premiers éléments qui vont être modifiés sont les glucides. Alors, ces glucides correspondent à des glucides qui n'ont pas été digérés et absorbés au niveau de l'intestin, de l'amidon, du lactose, des polysaccharides des fibres alimentaires, mais également des substrats endogènes tels que les mucines, par exemple. Alors, ces glucides vont être hydrolysés par cette flore bactérienne, ce qui va donner lieu donc à la formation d'acides gras à chaîne courte, tels que l'acide acétique, propionique, butyrique, et de gaz, hydrogène, gaz carbonique, méthane, hydrogène sulfuré. Donc, dégradation des glucides en acides gras et en gaz. Deuxième dégradation, les protéines. Alors, ce métabolisme protéique va également concerner les substrats non digérés dans l'intestin grêle, mais surtout les substrats endogènes, par exemple les enzymes, l'urée, qui proviennent donc des glandes annexes, dont on parlera après. Alors, cette protéolyse va donner lieu à des phénomènes de putréfaction, avec la formation d'acides aminés et d'amines. Troisième dégradation, les lipides. Enfin,
troisième sans en être une d'ailleurs. J'étais un peu trop loin dans ma phrase. Donc, troisième élément qui va être concerné par ces mécanismes, les lipides. Alors, les lipides, eux, qui n'ont pas été absorbés au niveau de l'intestin grêle, eh bien, ils ne vont pas être absorbés au niveau du côlon. Ils vont donc se retrouver dans les selles. C'est ce qu'on appelle la stéatorée. Voilà, on remonte en arrière. Là. Donc, pour les protéines, la dégradation donc, des protéines par le microbiote intestinal va donner lieu donc à la formation d'acides aminés et d'amines. Donc, je disais que les graisses, elles ne vont pas être réabsorbées au niveau du gros intestin, et c'est ce qui va donner lieu donc, à ce que l'on appelle la stéatorée. Les deux R. Hein. Stéatorée. Alors, la stéatorée, c'est la composition en graisse des selles. Et une stéatorée importante peut être le signe de problèmes de digestion des lipides qui peuvent être liés à des problèmes de dysfonctionnement hépatique et surtout pancréatique. Donc, on voit ici qu'on a une espèce de digestion ultime de ce qui n'a pas été utilisé au niveau de l'intestin grêle. Et donc, notre bol alimentaire initial, on avait vu que les aliments étaient transformés en bol alimentaire. On a vu que ce bol alimentaire, en particulier au niveau de l'estomac, allait donner le chyme, cette bouillie qui va dans l'intestin grêle. Et bien ce chyme, au niveau du gros intestin, il va être transformé en sel, donc en fécès. Et donc, on a une digestion ultime au niveau de ce gros intestin pour transformer le chyme en fécès qui devront être éliminés. Et donc, c'est le troisième rôle de ce gros intestin, c'est un rôle moteur de transit pour l'évacuation des résidus par défécation. Et donc, de ces activités contractiles. Alors, on va voir deux grandes activités contractiles au niveau du gros intestin. Les mouvements les plus fréquents, ce sont des contractions irrégulières, de faible amplitude, que l'on appelle contraction australe ou segmentaire. Ces contractions australes ou segmentaires
sont non propagées et en courte bouffée. Et elles vont participer à des processus de mélange et faciliter les phénomènes donc d'absorption de l'eau. Le deuxième type d'activité contractile, ça va être une activité contractile de masse, on appelle péristaltisme de masse, qui sont des contractions propagées de grande amplitude. On parle encore de mouvement de masse du côlon. Et ce péristaltisme de masse, il va pousser le contenu du côlon vers le rectum. Et cette activité de masse, elle va surtout se développer lors du réveil ou après le repas. On retrouve ça ici, hein, activité contractile, les mouvements de segmentation isolés. Donc on voit de courte durée, hein, responsable de mouvements de va-et-vient. Et puis après, on a le péristaltisme, donc ces contractions propulsives répétées. À jeun, on a principalement des mouvements de segmentation, avec ces contractions isolées. Donc ces mouvements de va-et-vient. Et lors de la période postprandiale, on va avoir une forte activation de la motricité colique durant au moins 2 heures, qui concerne à la fois les mouvements de segmentation, mais surtout les mouvements péristaltiques propulsifs. Alors, les mécanismes qui vont être à l'origine de l'activation de cette activité motrice, question, je crois. Prandiale, c'est la prise du repas. C'est au moment de la prise du repas. Et donc, postprandial, c'est suite à la prise du repas. Alors, comment est activée cette activité mécanique du gros intestin? On a d'abord le réflexe gastrocolique. On a vu que l'arrivée des aliments dans l'estomac engendrait des réflexes courts, mais également des réflexes longs. Et donc, ces réflexes longs mettent en jeu donc une activation du gros intestin. Un deuxième mécanisme est hormonal, avec la sécrétion de motiline intestinale. Cette motiline est une hormone activatrice de l'activité contractile du gros intestin. Le troisième mécanisme qui va être à l'origine de cette activation du gros intestin, ça va être l'arrivée du chyme dans le caïcum.
Cette arrivée du chyme dans le caïcum va étirer la paroi du caïcum et va engendrer, par réflexe court, une activation contractile du gros intestin. Alors, cette activité contractile, en particulier le péristaltisme, va pousser les selles vers l'éjection, suivant le réflexe de défécation. De C2D, la défécation. Alors, la défécation, elle est sous la dépendance du rectum et du sphincter anal. Donc, le rectum est cette région terminale. Et vous avez ici le sphincter anal. Le mécanisme initial est l'étirement de la paroi du rectum. C'est cette distension de la paroi du rectum qui va initier un mécanisme réflexe correspondant au relâchement du sphincter interne. On parle de réflexe recto-anal inhibiteur. Et une contraction du sphincter externe. Réflexe recto-anal excitateur. Donc l'arrivée des fécès dans le rectum étire la paroi. Cet étirement de la paroi met en jeu des mécanorécepteurs qui vont activer la relaxation du sphincter interne qui correspond à du muscle lisse. Ça, c'est le réflexe recto-anal inhibiteur. Et qui vont mettre en jeu également, via la voie consciente, un contrôle du muscle strié externe, qui est constitué, lui, de muscles squelettiques. On trouve tout ça sur la diapo ici. Normalement, le sphincter donc, interne est fermé. Et si on a une distension rectale par voie réflexe, on va avoir le réflexe recto-anal inhibiteur et le relâchement de ce sphincter interne. Le sphincter externe, donc c'est du muscle strié. Il est contrôlé par l'innervation motrice. Et donc, on va avoir un mécanisme de réflexe recto-anal excitateur qui va mettre en jeu la voie réflexe, mais également la voie consciente. Pardon. La diapo d'avant. Non, this one, ok. Donc là, vous avez en rouge la mise en jeu du réflexe recto-anal inhibiteur, qui met en jeu ce sphincter interne. Et là, vous avez en vert la commande motrice du sphincter externe.
Et ce sphincter externe est sous la dépendance de la commande motrice, volontaire. Et donc, on va avoir une contraction réflexe si on a une augmentation de la pression abdominale ou de distension rectale. C'est le réflexe recto-anal excitateur. Et donc, ce sont ces deux réflexes ces deux réflexes sont mis en jeu dans la défécation, mais il va y avoir un contrôle conscient de ces deux réflexes. Ce réflexe qui tend donc à éliminer, celui-ci à retenir. On va avoir un contrôle conscient de ces réflexes qui correspond à la réponse volontaire. Là, vous avez la réponse involontaire. Et cette réponse volontaire, elle va mettre en jeu la fermeture de la glotte, l'abaissement du diaphragme, la contraction des muscles de la paroi abdominale, et donc l'augmentation de la pression intra-abdominale qui va favoriser l'expulsion. Le sphincter étant relâché par le réflexe inhibiteur. OK? Donc, on voit que dans ce phénomène de défécation, on a une partie réflexe. L'initiation, c'est l'étirement de la paroi du rectum, ce qui va engendrer le relâchement du sphincter interne. On va avoir le contrôle moteur du sphincter externe et on va avoir une réponse volontaire qui correspond à cette augmentation de la pression abdominale qui va favoriser donc le relâchement du sphincter anal externe et qui donc va favoriser l'expulsion. De ces deux E microbiotes. Alors là, on va en dire juste deux mots, parce qu'on n'a pas trop le temps. Donc, comme je vous l'ai dit, l'intestin héberge un microbiote important. Et ce microbiote, c'est quoi? Ce sont des micro-organismes qui sont tolérés par le système immunitaire intestinal. Et ces micro-organismes, ils vivent en synergie avec leur hôte. Alors, on va dire très peu de choses dans cette partie sur le microbiote. Il y aurait beaucoup à dire, mais on va rester très simple. Ce microbiote, on a vu qu'il joue un rôle important dans les phénomènes de digestion ultime au niveau du gros intestin. En particulier pour la fermentation des fibres alimentaires. La dégradation, on a vu des structures aminées. Ce microbiote, il va également participer à la synthèse des vitamines K et B12. Mais ce microbiote, il va jouer un rôle encore plus important que l'on a pu disséquer à travers certaines pathologies. Ainsi, on a un rapport entre ce microbiote et le cerveau. C'est ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. On sait que ce microbiote, il va également jouer un rôle dans le développement du système immunitaire. Et donc, si on regarde ce microbiote, donc il a des fonctions digestives, métaboliques, mais immunitaires et neurologiques. Alors, un microbiote, il est propre à chaque individu. Mais s'il est propre
chaque individu, on retrouve des espèces essentielles communes à tous les individus. Donc, on a vu que ça joue un rôle dans l'assimilation des nutriments, dans la synthèse de vitamines, dans l'absorption des acides gras au niveau du gros intestin. Et on voit que ce microbiote, il va être déséquilibré dans un certain nombre de pathologies neuropsychiatriques, obésité, diabète, cancer, maladies intestinales chroniques. Ce qu'il est supposé que l'intégrité du microbiote joue un rôle fondamental dans la défense de l'organisme contre certaines pathologies. L'intégrité de ce microbiote joue sans doute un rôle considérable dans la maintenance, donc l'intégrité du microbiote joue un rôle considérable dans la défense de l'organisme contre certaines pathologies. Il y a un déséquilibre, par contre, de ce microbiote pourrait être à l'origine de certaines pathologies. Ça, c'est un peu un thème à la mode actuellement en recherche. Un thème à la mode qu'il faut prendre également avec précaution. On a un petit peu tendance aujourd'hui à rendre le microbiote responsable de tout, alors que des fois, on ne sait pas qui est le premier de l'œuf ou de la poule. Alors, on sait que ce microbiote va être impliqué, enfin, un dysfonctionnement du microbiote est impliqué dans des phénomènes d'inflammation. Et que cette inflammation, évidemment, elle va être favorable à certaines pathologies, diabète, cancer, maladies intestinales, bien évidemment, mais également dans certaines maladies neuronales, telles que Alzheimer, par exemple. Donc, la relation microbiote-inflammation joue sans doute un rôle fondamental dans ces processus. Mais ce n'est pas pour ça que le microbiote est directement responsable, bien évidemment, de la maladie d'Alzheimer, par exemple. Mais il se peut que dans certaines maladies, en jouant sur le microbiote, on puisse réduire l'incidence de certaines pathologies. On n'a pas trop de temps pour approfondir la problématique, et donc on va passer aux glandes annexes. Alors ces glandes annexes, elles sont indispensables à la digestion. Si on n'a que le tube digestif, on n'aura pas une digestion, on aura surtout un transit, une digestion mécanique et chimique au niveau de l'estomac, et puis c'est tout. Donc il faut les glandes annexes pour qu'on ait un processus digestif. Et les premières glandes annexes que l'on va considérer sont les glandes salivaires. 3A, glandes salivaires. Et donc 3A1, anatomie. Alors ces glandes salivaires sont externes à la cavité buccale que vous avez ici. Vous avez le plancher de la cavité buccale, là, la langue. Là, on imagine le palais. Donc ces glandes salivaires sont externes à la cavité buccale et correspondent à 3 paires de glandes. Les glandes parotides, sous l'oreille, qui vont se déverser via le canal de Steenan. Une glande parotide qui se déverse via le canal de Steenan. Les glandes sous-maxillaires, qui se déversent par le canal de Wharton. Voilà, il y a une flèche, mais il faut imaginer. Donc, il y a un canal qui va de ces glandes sous-maxillaires dans la cavité buccale. Et puis la troisième paire de glandes, c'est les glandes sublinguales ou sous-linguales, qui se déversent dans la cavité buccale par des multiples canaux que vous avez ici.
Alors, ces glandes sont constituées d'acini, comme on peut le voir ici. Et ces acini sont constituées de cellules séreuses et de cellules muqueuses. Alors, les cellules séreuses sont à l'origine d'une salive liquide. Les cellules muqueuses sont à l'origine d'une salive visqueuse, riche en mucine. Alors, une glande va être constituée en fait d'acinus séreux et d'acinus muqueux. Et ces acini vont être reliés entre elles par des canaux interlobulaires. Alors évidemment, on distingue les cellules séreuses et les cellules muqueuses. Les cellules muqueuses qui sont à l'origine d'une salive visqueuse et riche en mucine, eh bien, on a de nombreux grains de sécrétion interlobulaires, les canaux. Donc les cellules muqueuses, elles sont riches en grains de sécrétion, que l'on a ici. Alors que les cellules séreuses, eh bien, elles ont moins de grains de sécrétion. Par contre, elles sont très riches en mitochondries, comme on le voit ici. Donc, on peut distinguer ces deux types cellulaires. Et donc, dans une glande, on va avoir des acini séreux et muqueux. Et le tout relié par des canaux interlobulaires. Alors, les glandes parotides sont principalement séreuses. Donc, une salive liquide, riche en enzymes. Les glandes submandibulaires ou sublinguales sont mixtes. Les submandibulaires plus riches en cellules séreuses et les sublinguales plus riches en cellules muqueuses. On a une proportion différente des acini muqueux ou séreux suivant le type de glande salivaire. Monsieur, Oui, les différents acinis, ils sont reliés par des canaux, vous avez dit? ouais, des canaux interlobulaires. Merci. Donc, ces canaux ici. On parle aussi de canaux striés. Bon, il faut juste retenir surtout qu'il y a des canaux qui relient les acini entre elles et qui forment cette glande. Alors, ces glandes, elles vont être à l'origine d'une sécrétion qu'on appelle la salive. Donc, 3 à 2 sécrétions salivaires. Cette salive, qu'est-ce que c'est? C'est une solution aqueuse avec une sécrétion de 0,7 à 1 litre par jour, riche en ions, en particulier en bicarbonate. Qui va jouer un rôle important de tamponnage du pH et donc de tamponnage de l'acidité. Cette salive, elle comporte des glucides, du citrate, du lactate, des lipides, du cholestérol principalement, et des protéines et enzymes, la maltase, la lipase, en très petite quantité, au rôle mineur, le lysozyme, joue un rôle de défense, mais surtout de l'alpha-amylase, qu'on appelle alpha-amylase salivaire,
qui va permettre la dégradation donc, de l'amidon, et des mucines, qui sont des glycoprotéines, qui vont donner la viscosité à la salive. Donc finalement, c'est surtout de l'eau et des ions, des mucines et de l'alpha-amylase. Le reste, c'est assez mineur en quantité. Cholestérol également, en quantité plus importante. On a un peu d'urée également et d'acide aminé. Alors, cette sécrétion de salive, elle va être déclenchée par les sens, d'imaginer donc par réflexe conditionné, mise en jeu du réflexe conditionné. La pensée du gâteau que vous allez manger dans 5 minutes vous fait saliver. Et elle va mettre en jeu également les mécanorécepteurs et chimiorécepteurs de la cavité buccale. Même si elle met également en jeu les mécanorécepteurs œsophagiens, mais c'est secondaire. C'est surtout les mécanorécepteurs et chémorécepteurs buccaux qui vont activer cette sécrétion de salive. Comment ? Par une stimulation des centres salivaires bulbaires. Donc, que ce soit les sens, odeur, vision, ou les mécanorécepteurs et chémorécepteurs buccaux, on va avoir une activation des centres salivaires, soit directe, soit indirecte. Directe pour les récepteurs, indirecte pour les sens. Cette activation des centres salivaires va donc activer les glandes sublinguales, submandibulaires et parotides, et donc activer la production de salive. Donc on va avoir cette augmentation des sécrétions salivaires. La stimulation parasympathique et alpha-sympathique va donner lieu à une salive liquide. L'activation bêta-sympathique va donner lieu à une salive visqueuse, qui est la salive du stress. Et donc cette salive, c'est de 1 à 1,5 litres par jour, donc c'est une sécrétion assez importante, d'où l'importance d'une recaptation d'eau au niveau du gros intestin. Alors cette salive, elle va jouer un rôle digestif relativement mineur en soi. Bon, évidemment, on va voir l'activité de l'alpha-amylase, enfin de l'amylase salivaire. On va également avoir activité de la lipase salivaire, mais c'est quand même une activité chimique, une digestion chimique relativement mineure et qui concerne principalement l'amidon, dans aucun cas les protéines par exemple. Le rôle essentiel de cette salive, ça va être de préparer le bol alimentaire au transit et à protéger les parois du tube digestif. Donc un rôle essentiel pour le transit et pour protéger la paroi du tube digestif. Qu'est-ce qui assure cette fonction ? Bien, c'est l'humidification du bol alimentaire. Rôle important pour l'humidification du bol alimentaire. Et puis le rôle protecteur et d'humidification également va être assuré par les mucines
qui favorise le glissement du bol alimentaire, en particulier dans la déglutition. Ces glycoprotéines visqueuses, elles vont favoriser le transit, protéger la paroi, en particulier de l'œsophage, et vont faciliter la déglutition. Donc cette salive sert surtout à homogénéiser, humidifier le bol alimentaire et assurer donc le transit et la protection de la paroi de l'œsophage. Deuxième glande annexe, le foie et la vésicule biliaire. Alors, le foie est une grosse glande sanguine que l'on va trouver donc au niveau de la cavité abdominale, sous le diaphragme, que vous avez ici. Et le foie va être rattaché à ce diaphragme par le ligament falciforme et le ligament rond. Donc, ce ligament falciforme et ligament rond rattachent le foie au diaphragme. Le foie est contenu dans une séreuse, dans un péritoine viscéral. Et donc, le ligament falciforme et le ligament rond sont une extension, finalement, de ce péritoine. Alors, le foie va assurer diverses fonctions. Je vais d'abord continuer la description, pardon. Alors, ce foie est constitué de lobes. On a un lobe droit, le plus gros, un lobe gauche. Sous le lobe droit, on a le lobe coudé. Et sous le lobe gauche, on a le lobe carré. Droit, gauche, coudé, carré. Alors le foie, c'est un gros organe, hein, c'est 2% du poids corporel, donc c'est environ 1,5 kg. Je crois que je me suis gouré. Je vous ai dit, sous le lobe droit, le lobe carré, c'est le lobe codé qui est sous le droit. C'est sous le lobe gauche qu'on a le carré. Non, c'est inverse. On a le carré sous le lobe droit, excusez-moi, et sous le lobe gauche, on a le lobe codé. Donc, sous le droit, carré, sous le lobe gauche, le lobe codé. Or, le foie, il assure diverses fonctions. On peut considérer que c'est l'organe métabolique, c'est l'usine métabolique de l'organisme. Il va contrôler la glycémie grâce à des processus de glycogénolyse et de glycogénèse. Il va avoir des fortes activités de synthèse et va être à l'origine de synthèse de protéines très importantes pour la coagulation sanguine et le transport des molécules dans le sang, telles l'albumine, le fibrinogène et la prothrombine. L'albumine sert au transport et les autres servent au mécanisme de coagulation au niveau du sang. Le foie va jouer un rôle de détoxification. C'est au niveau du foie qu'on a transformation des acides aminés en urée. Le foie est un lieu de stockage.
stockage des lipides, protéines et sucres en glycogène. Il y a deux organes qui sont sources de glycogène au niveau de l'organisme, le foie et le muscle. Et donc les sucres sont directement accumulés sous forme de glycogène, les acides gras également après d'autres réactions enzymatiques, mais également les protéines. Donc, stockage du glycogène, stockage de certains atomes faits, de certaines molécules, telles le fer. C'est un lieu de stockage du fer, du cuivre également, du manganèse, surtout le fer. Et c'est un lieu également de défense de l'organisme grâce aux cellules de Kupfer que vous avez ici, qui vont participer avec le foie à la dégradation des hématies usées et donc au recyclage de ces hématies usées. Enfin, le foie joue un rôle fondamental dans le métabolisme du cholestérol. Il va sécréter du cholestérol, mais il va également utiliser le cholestérol pour un certain nombre de synthèses. Donc un rôle fondamental du foie, c'est vraiment une usine métabolique de l'organisme. Yes. Ouais, donc les cellules de Kupfer, ce sont des macrophages. Donc, comme tout macrophage, ils vont dégrader les hématies usées. Et le foie va recycler les éléments des hématies. On va en reparler juste après. Alors, le foie a la particularité d'être irrigué à la fois par du sang artériel via l'artère hépatique et du sang veineux via la veine porte qui provient des organes du tube digestif. Le retour se fait par la veine sus-hépatique et la veine cave inférieure. Donc, irrigation artérielle et veineuse. Alors, si on regarde la structure du foie, le foie est formé de structures hexagonales que l'on appelle lobules hépatiques. Donc, il faut s'imaginer que la structure de chaque lobe est formée comme ça d'une addition de structures hexagonales de ce type-là, ou lobule hépatique. Donc, le lobule hépatique, c'est la plus petite unité fonctionnelle du foie. Alors, ce lobule hépatique est centré autour d'une veine centrolobulaire, à partir de laquelle s'échappent des travées d'hépatocytes. Une veine centrale, et à partir de cette veine centrale, s'échappent des travées d'hépatocytes que vous avez ici. À chaque angle de cette structure hexagonale, on va retrouver l'espace interlobulaire. Donc à chaque angle, on va retrouver l'espace interlobulaire. Cet espace interlobulaire, vous en avez un ici, il comporte une arrivée veineuse porte, donc une dérivée de la veine porte, une artériole hépatique
et un conduit biliaire. Ça, on a à chaque angle, on a cette structure. Une branche de la veine porte, une branche artérielle et un conduit biliaire. « 3B2, sécrétion biliaire. J'ai oublié un truc, là, je reviens juste un petit moment là. Les travées d'hépatocytes sont bordées de capillaires que l'on appelle sinusoïdes. Donc, sinusoïdes. Ce sont les capillaires que l'on trouve au niveau du foie. Et au niveau de ces sinusoïdes, on va trouver les macrophages ou cellules de Kupfer. On a là, on a un sinusoïde. Et vous voyez qu'au niveau des sinusoïdes, on a les cellules de Kupfer, donc ces macrophages. Alors, 3B2, sécrétion biliaire. On ne va jamais y arriver. Alors, qu'est-ce que la sécrétion biliaire? C'est une sécrétion aqueuse, 0,7 litres par jour, ionique, principalement au niveau des ions, on trouve du sodium et du bicarbonate, du sodium sous la forme de NaCl. Le bicarbonate permettra de tamponner l'acidité gastrique. Au niveau de cette bile, on va trouver des glucides, mais en très faible quantité, des mucopolysaccharides, des lipides, et principalement du cholestérol, quelques estérases phospholipases, des faibles concentrations, de l'urée, et surtout les sels biliaires, du glycocolate, du glycokénate, du taurocolate, du taurokénate, du glycodésoxycolate, du taurodésoxycolate et du sulfolitocolate. Donc, toute une famille d'acides, de sels biliaires. En outre, qui n'est pas marqué sur cette diapo, on a également des pigments biliaires, principalement la bilirubine. La bilirubine. Alors, la bilirubine, elle provient en fait de la dégradation de l'hème de l'hémoglobine. L'hème de l'hémoglobine, vous verrez que c'est le noyau de cette hémoglobine qui est constitué en particulier de l'atome ferrique. Et c'est ce qui est à l'origine, c'est la dégradation de cet atome ferrique en bilirubine qui donne l'aspect verdâtre de la bile. Une bilirubine qui est un pigment biliaire qui provient de la dégradation de l'hème de l'hémoglobine, c'est-à-dire en particulier ce noyau qui comporte la molécule ferrique. C'est ce qui est à l'origine donc de cette coloration verdâtre de la bile. Alors, tous les sels biliaires ici proviennent d'une synthèse à partir du cholestérol, comme on peut le voir ici, qui est assuré par les hépatocytes.
Alors, cette bile, elle va être sécrétée dans les canalicules biliaires que vous avez ici. Donc, elle est élaborée évidemment par les hépatocytes, pardon. Sécrétée dans les canalicules biliaires. Elle s'écoule dans le conduit biliaire, au niveau de l'espace interlobulaire. Donc, elle s'écoule dans le conduit biliaire. Puis, elle va s'écouler, j'ai plus ce schéma, il faudrait que je remette. Donc, elle va s'écouler, pardon, dans les canaux hépatiques droit et gauche, qui proviennent des lobes droit et du lobe gauche. Donc, elle va s'écouler dans les canaux hépatiques droit et gauche, puis dans le canal hépatique commun. Cette bile va être emmagasinée dans une poche musculeuse que l'on appelle la vésicule biliaire. On discerne ici. C'est une poche musculeuse dans laquelle la bile est emmagasinée. Alors cette bile dans la vésicule biliaire, elle va subir des phénomènes de concentration par des mécanismes de réabsorption d'eau. Donc, concentration par des mécanismes de réabsorption d'eau. Et donc, si on a un déficit en sel biliaire, le cholestérol de la bile va cristalliser. C'est ce qui donnera les calculs biliaires. Alors la bile va être libérée par contraction de la vésicule biliaire sous l'action du parasympathique, réflexe long, et hormonal par la cholécystokinine ou CCK, contraction de la vésicule biliaire contrôlée par le parasympathique, réflexe long, et par la cholécystokinine ou CCK. Et la bile va ainsi se déverser dans le canal cholédoque et être libérée au niveau du duodénum via l'ampoule de Vater ou ampoule hépato-pancréatique. Contraction de la vésicule biliaire, écoulement dans le canal cholédoque et libération dans le duodénum au niveau de l'ampoule de Vater ou l'ampoule hépato-pancréatique. Cette bile va permettre d'émulsionner les lipides, permettant la dégradation par les lipases pancréatiques. Et ce, grâce aux sels biliaires. Ce sont les sels biliaires qui permettent l'émulsion des lipides. En effet, ces sels biliaires ont une partie hydrophobe, une partie polaire, et la partie hydrophobe rentre dans les gouttelettes de lipides. Les parties polaires s'opposent entre elles, ce qui va permettre de diviser la goutte de lipides en micro-gouttelettes ou micelles. Et donc, seules ces micelles, ces micro-gouttelettes, peuvent être digérées par les lipases. Donc, rôle essentiel dans la digestion des lipides.
Pour rappel, on a vu que lorsque le chyme était gras dans le duodénum, on avait des réflexes longs qui étaient mis en jeu par des chimiorécepteurs, mais également la sécrétion de cholécystokinine. Donc, si c'est un chyme gras, on a sécrétion de cholécystokinine, contraction de la vésicule biliaire, libération de la bile, et donc ça va favoriser la digestion des lipides. Par contre, si on a trop de chyme gras qui arrive au niveau du duodénum, on n'a plus assez de bile pour digérer ce chyme gras, et c'est dans ce cas-là qu'on a quelques problèmes de digestion. Alors, les sels biliaires sont recaptés au niveau de l'iléon. C'est ce qu'on appelle le cycle entéro-hépatique. On voit que c'est libéré donc, dans le duodénum. Ça va au niveau de l'iléon. On a 90% de recaptage au niveau de l'iléon de ces sels biliaires. 10% sont éliminés dans les fécales. Et donc, évidemment, cette recaptation va revenir par la veine porte, par la circulation porte, et être réutilisée au niveau du foie. C'est donc le cycle entéro-hépatique. « 3C, le pancréas, dernière glande. Il nous reste 10 minutes, ça risque d'être juste. Est-ce que vous avez cours juste après? Too bad. Si on avait pu prendre un quart d'heure de plus, je pense qu'on aurait pu finir à l'aise, alors que là, ça va être juste. Je pense que je redemanderai peut-être un créneau pour qu'on se refasse une demi-heure pour bien finir cette partie-là. On va voir ce que ça va donner. Il nous reste 10 minutes. Donc, troisième glande annexe, le pancréas. Les 3C1, anatomie du pancréas. Alors, le pancréas, c'est une languette rosée que l'on va trouver dans l'anse du duodénum. Vous avez le duodénum, vous voyez que dans l'anse du duodénum, vous avez ce pancréas qui est ancré à cette anse grâce au système circulatoire et au système sécréteur. Alors, ce pancréas, il comporte une tête, un corps et une queue. Ce pancréas comporte à la fois une glande exocrine, formée d'acini, que vous voyez ici, interconnectée par des canaux interlobulaires, que vous avez là. Donc on a une glande exocrine formée d'acini, reliée par des canaux interlobulaires, qui se jette dans un canal pancréatique commun et un canal secondaire. Donc on a cette glande exocrine qui délimite des îlots diffus. Donc là vous avez la partie exocrine, vous voyez que ça délimite des îlots diffus qui correspond à la glande endocrine. C'est donc une glande amphicrine. Alors, la glande endocrine ne joue un rôle que pour la régulation de la glycémie. C'est ce qu'on appelle les îlots de Langerhans. Et donc, je ne reviendrai pas dessus. Ça nous fera gagner du temps. Donc là, on vous dit organes encapsulés, 4 régions. Moi, je dis 3 têtes,
corps-queue. L'isthme, c'est juste entre la tête et le corps. Pas très lourd, 80 grammes. 2 canaux excréteurs, un canal principal qu'on peut appeler canal de Wirsung et un canal secondaire qu'on appelle canal de Santorini. Et donc une glande exocrine qui délimite une glande endocrine diffuse. C'est la glande exocrine qui nous intéresse pour le système digestif, puisque c'est cette glande exocrine qui sécrète le sucre pancréatique. Donc, quand on vous parle du rôle du pancréas dans la digestion, c'est le pancréas exocrine qui joue un rôle. Ce n'est pas les idiotes de Langerhans qui, eux, jouent seulement un rôle dans la régulation de la glycémie. Et donc, 3C2, sécrétion pancréatique. Donc, cette sécrétion pancréatique va se faire au niveau des acinies, sous la dépendance d'une activation parasympathique et humorale, principalement la CCK, mais également le VIP et le GRP. C'est principalement CCK et acétylcholine. Donc, nerveuse et humorale, ou GRP et VIP par des cellules neuronales. Cette sécrétion pancréatique va subir des transformations dans les canaux interlobulaires avec une recaptation de potassium et une sécrétion de bicarbonate. Donc, on a une transformation de cette sécrétion des acinies au niveau des canaux interlobulaires avec une recaptation de potassium et une sécrétion de bicarbonate. Cette sécrétion pancréatique ou suc pancréatique est une sécrétion aqueuse de 1,5 à 3 litres par jour qui comporte principalement du sodium et du bicarbonate, le sodium sous forme de NaCl, le potassium est recapté dans les canaux. Le bicarbonate va jouer un rôle essentiel pour tamponner l'acidité du chyme provenant de l'estomac. Oui, donc on a une recaptation du potassium au niveau des canaux interlobulaires et une libération de bicarbonate, de sodium de bicarbonate. Et donc forcément, ce suc pancréatique est aqueux et riche en sodium et en bicarbonate. Et ce bicarbonate va jouer un rôle important puisqu'il va tamponner l'acidité du chyme qui provient de l'estomac. Ce suc pancréatique est très riche en protéines enzymatiques. C'est un cocktail d'enzymes. On va y trouver l'alpha-amylase pancréatique, plus puissante que l'alpha-amylase salivaire. La lipase pancréatique, qui va digérer les lipides. Les phospholipases A1 et A2, qui vont digérer les phospholipides. Les cholestérol-estérases, qui vont s'occuper donc du cholestérol. Les nucléases, RNase et DNase, qui vont détruire DNA et RNA. Et des protéases, le trypsinogène, le chymotrypsinogène, les procarboxypeptidases et les peptidases. Donc, on a tout un cocktail d'enzymes qui permet donc de digérer les glucides, et en particulier l'amidon, de digérer les lipides, de digérer les nucléotides et de digérer les protéines. Parmi ces enzymes, on discerne des enzymes actives, c'est le cas de l'alpha-amylase, et des enzymes inactives, le trypsinogène, le chymotrypsinogène et les procarboxypeptidases.
On voit que les protéases sont inactives. Ce suc pancréatique n'a aucune action au niveau du pancréas grâce à ces enzymes inactives et au flux plus particulièrement important. Le flux d'écoulement est important. Ça évite une dégradation au niveau du pancréas. Les enzymes non actives vont être activées au niveau du duodénum par l'entérokinase des cellules épithéliales. Donc, les enzymes non actives vont être transformées en enzymes actives au niveau du duodénum grâce à l'entérokinase des cellules épithéliales. Cette entérokinase va transformer le trypsinogène en trypsine plus hexapeptide. La trypsine, c'est une protéase puissante. Et cette trypsine va permettre l'activation du chymotrypsinogène, en chymotrypsine plus peptide. Et cette trypsine peut elle-même activer le trypsinogène. Cette trypsine va également activer les procarboxypeptidases. Et donc, toutes ces enzymes, toutes ces protéases non actives vont devenir actives et vont permettre la dégradation donc, des protéines. Donc, on va trouver dans ce suc pancréatique l'ensemble des enzymes nécessaires à la digestion au niveau de l'intestin. Digestion des sucres, des lipides et des protéines. Donc, trypsinogène transformé en trypsine, qui dégrade le chymotrypsinogène en chymotrypsine et les procarboxypeptidases en carboxypeptidases. Donc, on voit que le pancréas a un rôle fondamental dans le processus de digestion. Sans pancréas, on n'a pas de digestion. C'est ce qui rend le cancer du pancréas une maladie terrible pour deux raisons. La première, c'est que le pancréas est en relation très étroite avec le foie et le tube digestif, donc les métastases peuvent attaquer ces différents tissus. Et la deuxième raison, c'est que sans pancréas, on n'a plus de régulation de la glycémie, on n'a plus de processus digestif possible. Donc ça rend les choses très compliquées. Et donc la seule possibilité en cas de cancer du pancréas, enfin, la meilleure possibilité actuellement en cas de cancer du pancréas, si on peut parler de meilleure, c'est d'enlever le pancréas. Et dans ce cas-là, il faut évidemment traiter le patient à l'insuline pour réguler la glycémie. Et puis, il faut que le patient prenne une alimentation adaptée avec des cocktails enzymatiques pour permettre les digestions. Et bien voilà, on a réussi à tout faire, puisqu'on a fini donc, cette partie de glandes annexes. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? Donc, je mettrai cet enregistrement de nouveau sur Pod. Et donc, je vous souhaite un bon courage. Donc, vous savez déjà que l'examen, de toute façon, pour FIFA, ça sera sous forme de QCM, hein, avec des questions diverses sur ce cours, s'il y en a. OK. Merci, au revoir, bonne journée. Bon, je vous souhaite une bonne journée et puis donc je donne rendez-vous au groupe 41 à partir de lundi. Allez, bonne journée.